T'as le soleil dans la gueule, ça te gêne pas? Non. Bon. Non. Bah écoute, quand tu Le veux. seul truc, bah, tu me dis. Quand tu veux. Bah, Vas-y, tu peux y aller quand bon. tu veux. Donc aujourd'hui, le 17 avril, je vais faire une interview de Anne Michel dans le cadre, encore une fois, du Collège international des seigneurs de l'Harmattan, qui a été créé il y a à peu près 6 mois. Et dans ce cadre-là, c'est plutôt un projet qui concerne, bien sûr, la valorisation des seniors, mais l'apprentissage au cours de la vie, c'est-à-dire d'où ils viennent et où ils sont maintenant. Donc moi, je la présente de façon complètement factuelle. Elle a 77 ans. Elle a été mariée, divorcée depuis longtemps, en union libre, elle peut en parler comme si elle veut, avec 2 enfants. Je ne sais pas le nombre de ses petits-enfants, 2 ou 3. Et elle est poète, vraiment. Au début, elle a beaucoup publié des poèmes et également des romans, dont certains, un thriller politique, Le Défilé, et puis d'autres romans qui parlent de l'Afrique, mais elle nous en parlera. Voilà. Après, maintenant, je lui passe la parole. Bon, ça, tu l'as dit, tout ça. Tout le monde, ouais. Après, c'est toi. Et tu prends la Je parole dis, quand je tu dis. veux. Voilà. Ah, mais ça, j'improvise. ça- oui, ça vous pouvez tourne faire des déjà. questions. Non, Ça tourne déjà. sauf de temps en temps, je pourrais t'en poser. Mais D'accord. voilà. Alors, l'univers culturel de l'enfance, eh bien, je suis née à Paris, tout bêtement, dans une famille qui était vouée à la littérature, puisque mon grand-père était l'éditeur Maurice Delamain, donc avec son associé Chardonne, etc. Jacques Chardonne ? Oui. Ah. Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Et à l'âge de... Oui, Oradour, parce qu'à l'âge de 14 mois, j'ai été brusquement envoyée à Aix-sur-Glane, qui est à côté d'Oradour, et pour me protéger, je crois, ou bien peut-être que ma mère attendait un 2e enfant et elle avait envie, c'était en pleine guerre, hein, puisque je suis née en 42. Donc là, j'ai été très heureuse avec une tante et un oncle, et puis bon, après, j'ai échappé à Oradour à l'extrême limite, voilà. Grâce à un soldat allemand, un SS, c'était le Reich. Das Reich. Das Reich, non, le commandant de la mort, Reich, là, c'était ce régiment qui montait. Oui, c'est Das Reich. Das Reich, voilà. Donc mon premier souvenir, c'est j'étais à côté de mon oncle, j'avais donc 2 ans et demi, 3 ans, je crois. J'étais assise comme ça, et tout d'un coup, j'ai vu des casques surgir de la colline, verts, et donc, mon oncle a bondi sur ses pieds, et puis il m'a pris dans ses bras, et le commandant levait un type, ils avaient des mitraillettes pointées sur nous, tout ça, bon. Et c'est bon, vraiment mon premier souvenir, je crois que c'était... Oui, 3 ans. Oui, 2 ans même, un 2 peu ans, moins, oui. un peu moins, oui. Et donc, le type, le commandant, probablement, il a dit « Oh, la gentille petite fille et tout et je ne sais pas si j'avais entendu parler allemand de mon côté déjà, puisque ma grand-mère était allemande, mon grand-père s'était marié avec une Allemande. Et donc j'ai souri et il a dit « Oh, elle est très intelligente en plus, cette petite !» Parce qu'en fait, j'ai sauvé la vie un peu. Puis je m'étais mis à brailler, à dire « Ouin, pan, quoi. » C'était... voilà. Alors après, je suis remontée à Paris, on a atterri à Meudon. Donc j'ai passé mon enfance et mon adolescence à Meudon. Et ensuite, Paris. Voilà. Donc, Dis un mot de tes parents, père et mère. Bon, alors c'était ce qu'on appelle à l'époque une mésalliance. Je t'interromps 30 secondes parce que comme tu as 2 reflets, est-ce que tu peux te décaler un peu vers la droite? Je vais regarder si c'est mieux. Il ne faut pas que je bouge autant d'ailleurs. Non, c'est pas trop ça le problème. Bon, bah, de toute façon... Si, parce que je bouge toujours. Non, c'est pas ça parce qu'il y a des reflets de soleil, mais enfin c'est pas gênant, c'est très bien comme ça. Allez, excuse-moi de t'avoir interrompu. Vas-y, tu peux bouger, tu fais ce que tu veux. Donc, ce que je peux dire, j'ai écrit un livre qui s'appelle Voyage en enfance et j'ai dit un petit peu, Françoise Verny m'avait proposé comme fil rouge, parce que j'avais du mal à écrire un essai, comme fil rouge, ma vie à moi. Et comme j'ai jamais écrit d'autobiographie, j'aime pas de tout ça, j'ai commencé quand même par parler un peu de ça. Donc, en fait, ça a été un peu un drame de mon enfance, c'est que ma mère était quelqu'un qui haïssait le sexe féminin, qui adorait les garçons, et elle a commencé par avoir 2 filles, ce qui était un drame absolu pour elle. Et elle était persuadée
elle était persuadée qu'elle allait avoir des garçons, quoi, puisqu'elle aimait que ça. Alors, je veux dire, on a été battus, on a été pas aimés surtout, voilà. Et donc, je pense qu'il y a quand même déjà une sensibilité qui a été vraiment mutilée, quoi. Donc, ça a compté beaucoup dans ma vie. Et l'amour que je portais à ma mère était celui d'un chevalier, un peu. J'étais très de lui offrir les cadeaux et tout. À l'école, on faisait des petits poèmes et tout, et puis je rapportais ça, puis elle les déchirait, elle mettait à la poubelle. Je veux dire, ça a été un des grands points de mon enfance, l'amour refusé, quoi. Et l'autre, c'était qu'on était dans un jardin, parce que cette femme qui était comme une nazie, en fait, elle était terrible. Et elle aimait beaucoup la nature, elle aimait les petits oiseaux. Elle avait un côté charmeur et poétique, ce qui rendait difficile de la détester en même temps, parce qu'elle était très appréciée de ses amis. Donc voilà, et mon père était quelqu'un, alors il était lui issu d'un milieu complètement prolo de Brest, breton. Il était le fils cadet d'un type qui était marin et qui avait tué un homme sur un bateau au cours d'une rixe. C'était vraiment des milieux durs. Son frère aîné était un voyou, ils étaient tous alcooliques. Et ils habitaient dans un... Comme les deux parents étaient morts très rapidement, ma grand-mère est morte quand mon père avait 1 an. Elle est morte d'une suite d'un accouchement mal foutu, tu vois. Et donc elle est enterrée à Port Saïd, je crois, dans le jardin de l'ambassadeur, parce que son mari a demandé qu'on ne la jette pas à la mer. Donc mon frère avait 1 an, il y avait déjà ce drame. Ensuite, son père est mort quand il avait 6 ans. Ils se sont retrouvés, son frère et lui, dans un grenier où il y avait des rats, où ils se faisaient manger les bouts de pieds, les oreilles, à Brest, le bas-fond de Brest. Et cette grand-mère avait une vie incroyable, avec la variole par quantité, des histoires de fond de Bretagne, vraiment très... Papa a dû vivre des choses vraiment très fortes, quoi. Il est resté suspendu au-dessus du port pendant je ne sais pas quoi, il n'a pas pu faire d'études, il a choisi, il n'a pas pu choisir, il était très brillant, mais bon, bref. Et après, à 17 ans, il a été adopté par le mari de sa tante, qui était un collabo, tout à fait C'était pendant l'occupation. avoué, pendant l'occupation, et qui faisait du marché noir, qui avait beaucoup d'argent, comment ça s'appelle, un industriel. Et lui, cet industriel, il a placé mon père à la librairie Stock. Excuse-nous, parce que règle numéro 1 du tournage, éteindre le téléphone. Je t'en prie. Voilà, donc il a rencontré maman par une chose étonnante que son oncle par alliance milliardaire lui a offert des parts des éditions Stock. Il y avait un contrat qui prendrait la suite de mon grand-père et tout. Puis, à la suite, je dis ça parce que c'est important, parce que j'ai vécu dans un climat de violence, de haine, de famille entre les parents. C'est aussi comme ça que tu es mise en rapport avec Jacques Chardon, de manière indirecte. Eh bien, lui, pas moi. Oui. Lui. Ah bah oui, il travaillait avec, il est devenu directeur commercial des éditions Stock. Mais enfin, il y avait des choses, ma grand-mère est morte, mon grand-père s'est remarié avec une intrigante, une femme qui a pris tout l'argent de la famille, c'est vrai. Et donc, déjà, mon grand-père était assez avare, alors il n'en donnait pas du tout, mais elle a su, très habile, elle était très intéressante comme femme. Et donc voilà, et elle nous a fait une enfance, à ma sœur et moi, une enfance de rêve à Cognac, là-bas. Cette grand-mère-là. Cette deuxième grand-mère, quoi, cette fausse grand-mère. Et elle était haïe par les parents, mais nous... Cette grand-mère d'élection. C'est ça, d'élection, on ne l'a pas choisie. Moi, j'avais 4 ans quand je l'ai rencontrée. Oui. D'élection de... Oui, de mon grand-père, il l'a élue. Enfin, elle s'est élue toute seule, je crois. Elle est glissée dans son lit. Et voilà. Donc ça a compté beaucoup parce que du fait que mes parents étaient dans un milieu très culturel et en même temps mon père était d'une ascendance extrêmement prolétaire. Je veux dire, il y a eu aussi de la part de la famille encore des rejets, des choses comme ça. Et moi, finalement, je me suis jamais sentie ni dans un monde culturel particulièrement, j'en avais pas conscience. C'était évident que j'étais dedans, mais j'avais pas cette analyse du tout, ni ma sœur qui est devenue un peintre et qui était très artiste. Et puis, oui, mon grand-père, j'avais pas l'impression de faire partie d'un monde du tout. Je veux dire, d'un milieu. J'ai jamais eu de sentiment de racine, de milieu. Je pense que c'est parce que, en même temps que tout ça, j'étais poète.
Il me semble que je vivais dans un état de poésie, ça fait idiot, mais c'est que j'avais un rapport, un contact avec la nature qui était total, quoi, structurel, constructif. C'était, je pense, l'amour qui manquait aussi. Donc j'étais garçon manqué, je grimpais aux arbres, j'étais très courageuse. En fait, j'ai essayé de devenir un garçon un peu pour maman, parce qu'elle me disait, quand j'avais 7-8 ans, elle me disait cette chose affreuse. Elle me disait, oh, quel dommage que tu n'aies pas été un garçon. Je t'aurais appelé An, parce que je m'appelle Anne, An, et je t'aurais trimballé partout, je t'aurais emmené avec moi, je t'aurais adoré et tout. C'est sympathique, je veux dire, parce que surtout au là. conditionnel. Hein? Surtout comme conditionnel. Oui, je ne pouvais rien faire. C'était impossible. Et voilà. Donc sur la famille, c'est une famille très particulière, explosée dans tous les pays presque du monde. Il y en a au Brésil, c'était de la main. Il y avait les Rickmers, qui était ma grand-mère allemande, qui sont des armateurs de Hambourg. Et tout ça, il y avait pas mal de fric, enfin, ça brassait beaucoup de choses. Et nous, on était la branche pauvre relativement, hein. On était la branche... parce que, je sais pas, peut-être parce que mon père, il y avait une histoire de mésalliance en même temps qui traînait par là. La pièce rapportée. Oui, tout à fait. Elle était belle, ta mère. Hein? Elle était Ah belle. non. Non, elle avait un charme très grand, elle avait des grands yeux verts, elle avait dans le livre que je t'ai donné, il y a marqué ça. C'était une blonde, alors elle était tellement pleine de préjugés. Je veux dire, cette famille aussi, qui était à la fois très cultivée, érudite, on avait des livres partout. Mon grand-père connaissait quand même Kaiserling, Metterling, on a reçu Karajan, on était avec Robert Bresson. En Charente, c'était vraiment, il était un peu mécène, il donnait son argent, il achetait des statues, il a acheté des toiles de Vlamin, qu'il en avait une douzaine, une quinzaine, des grandes de l'époque fauve. Et puis elle lui a fait tout vendre pour aller dans des trucs de luxe, à Venise et tout ça. Micheline, elle s'appelait. Alors elle était, elle faisait profiter les gens. Ils étaient tous, Robert Bresson était un picassier célèbre. Hein? C'est une bourgeoise. Ma grand-mère? Oui. Oh non, non, je veux dire la famille. La deuxième femme? Celle dont tu parles à l'instant, là. Oui, Micheline. Oui. Non, c'était vraiment une femme entretenue, quoi, voilà. Au départ. Oui, mais... Et après, elle est devenue, mais elle avait quand même, elle avait une capacité de... On ne s'ennuyait jamais avec elle. Je crois que les gens qui la détestaient pouvaient, mais on ne pouvait pas s'ennuyer. Elle était très brillante, très grande graphologue, puisque mon grand-père était aussi un grand graphologue. Et ils ont écrit des livres ensemble, à deux, c'est des choses vraiment... Elle avait une conversation, elle était vivante, elle nous apprenait les champignons, on allait avec eux, c'était merveilleux. Ils nous apprenaient, ils nous donnaient la structure que nous n'avions pas avec nos parents, quoi. Mes parents étaient comme des enfants, ils n'avaient rien compris. Oui, là, on reparle donc des grands-parents, là. Oui. Et quand on allait en vacances, on est passé, comme tu parlais de ta mère, voilà. Avant, j'ai pas compris qu'on était passé à la grand-mère. Ouais, maman, c'était vraiment la douleur, la peur, la douleur, toutes des choses qui sont restées longtemps. Je veux dire, elle était très très névrosée, elle était très violente, elle était très militante. Militait, c'était un soldat en fait. Et quel rapport entre la mère et la grand-mère alors? Enfin, ta mère et cette deuxième grand-mère. C'était sa belle-mère. Oui, mais je veux dire le rapport intersubjectif la haine entre elles. était entre mon père, qui trouvait que c'était une gourgandine, enfin une femme de rien. Puis il était très classique là-dessus. Elle avait un comportement absolument provoquant avec lui. Elle sortait des mouchoirs de sa poitrine, très parfumée. Elle disait « Robert !» tout comme ça. Elle se présentait de toute façon un peu indécente quelquefois dans les couloirs. Donc il l'avait en horreur. C'était tout ce qu'il détestait. En plus, elle a réussi à foutre la zizanie partout. Elle a fait sortir Chardonne aussi des éditions, mais c'était facile puisqu'il avait été collabo. Enfin, il était pro. Ah oui, très mouillé, quoi. Il était collabo. Il n'avait pas besoin qu'on l'aide pour avoir des ennuis après, oui. Non, il a bénéficié de son nom d'écrivain et tout ça, mais enfin bref. Oui, on a été quand même très indulgent avec lui, il me semble, par rapport à d'autres. Parce que Brasillac, par exemple, je pense qu'il a fait pas plus que Chardonne. Absolument, non, tu as tout à fait raison, c'est ce que je voulais dire. Brasillac est dans ses poèmes et tout, c'est quand même... Chardonne, normalement, comme disait le général, c'était 12 balles dans la peau, logiquement. Hein. Voilà, c'est ça, et je crois qu'il a su naviguer. Comme tant d'autres. Écrivain, tout ça, bon. Donc cette famille, c'était vraiment très... ça explique un peu la violence qui est dans mes romans, et que c'est jamais très optimiste ce que j'écris.
C'est vrai qu'il y a une... Rempli de sang, d'horreur, Pas trop, non, ça saigne pas direct. le Non, défilé. Oui, non, c'est vrai, mais c'est politique quand même. C'est la dénonciation d'une société que je trouve mutilante, quoi, depuis toujours. J'ai toujours été choquée de tas de choses, c'est vrai, de tuer les bêtes, de se tuer, de s'entretuer, tout. Il y a une chose qui s'en va pas avec l'âge. Je suis un peu plus cynique qu'avant, je suis un peu moins sentimentale, moins émotive, et je pleure pas quand je vois un lapin sur un étal, mais avant c'était comme ça, hein, c'est vrai. Mais quand même, j'ai toujours été révoltée d'une part, sur un plan on peut dire oui, politique, la justice, la puissance quand on est une petite fille, on peut donner un peu d'argent et tout, mais enfin ça veut rien dire. Et puis la bêtise qui meut l'être humain à gâcher quelque chose qui était si bien, quoi, qui pourrait être si bien. Ça, c'est un truc, c'est pas vraiment politique, c'est peut-être un peu irréaliste ou idéaliste. C'est de se dire que la vie est quand même vraiment, voilà, ça pourrait être splendide et les humains gâchent tout, quoi. Je trouve que voilà. Heureusement qu'ils sont là quand même. Heureusement qu'ils sont là. Non, quand même. moi je trouve pas. Je ne sais pas comment. De toute façon, ça serait la boucherie s'ils n'étaient pas là autant. Mais en même temps, on a quand même une conscience et on s'en sert pas. On ne sait pas s'en servir vraiment, puisqu'elle sert à produire des spéculations qui elles-mêmes rentrent en conflit avec d'autres spéculations qui vont faire qu'il y a une guerre, etc. Je ne comprends pas la nuisance et le défaut de structure. Je ne le comprends pas. Je le sais qu'il l'a. Je ne comprends pas le défaut de structure qui fait que l'être humain est dans un état d'échec perpétuel. C'est-à-dire qu'il y a du bien, il y a du mal. On dit toujours que pour qu'il y ait du bien, il faut qu'il y ait du mal, les relativités, etc. Moi, je trouve qu'il a raté le coche, quoi. Il n'est pas en... Est-ce que oui, est-ce qu'on passe un peu à tes études? Est-ce que tu les as choisies, le lycée? Non. Passons aux études. C'est maman qui nous a choisis. J'avais été dans un petit truc catho, très assez chic comme ça à Meudon, qui s'appelait, je crois que c'était une annexe des oiseaux. Enfin, on m'a raconté des trucs, donc c'était vraiment. Et il y avait les bonnes sœurs, et les bonnes sœurs. J'étais un peu chouchoute parce que j'étais très obéissante, j'étais très bonne élève, j'étais pas chiante, j'étais très heureuse d'être là. On était entre filles, il n'y avait que des filles. Les bonnes sœurs ne nous battaient pas, elles ne nous martyrisaient pas. Donc c'était vraiment merveilleux. Ma plus grande amie, c'était la fille de la gardienne qui s'appelait Hélène Cholska, je crois, avec une petite polonaise avec des longues tresses blondes. Et on était copines et j'aimais beaucoup, j'aimais mes professeurs et tout ça. Et puis après, quand j'ai fini les premières études, première jusqu'en 6e, ma mère a décrété qu'elle nous mettrait au lycée de Sèvres, qui était un lycée expérimental, parce que surtout il était mixte. Ah, oui. Donc nous aurions l'occasion. J'avais 10 ans, quoi. J'avais 10 ans, 52. Oui, ça, par là. Oui, l'année de ma naissance. Oui, enchantée Dominique. Et donc du coup, pour elle, qui est des garçons quelque part, c'était le pied absolu. Ah, bah oui. Donc elle nous a collés comme ça. Et pourtant, les sœurs ont proposé de payer de faire gratuit mes études, parce qu'elles avaient des intentions sur moi, peut-être un peu religieuses, je ne sais pas, mais comme on était protestants, en fait, je pense que ça leur déplaisait pas d'avoir une petite protestante qui, bon, je suivais pas les. Mais c'était une école de religieuses catholiques. Ah oui, très, très fermée. Avec des grandes robes noires comme ça, le chose blanc. Et sœur Anne-Marie, j'avais droit quand je passais avec mon petit béret, elle me tapotait mon petit béret comme ça. Et une fois, j'ai eu les oreillons pendant qu'on m'avait confié là, j'étais heureuse comme un pape, j'étais pensionnaire. Et ce qui fait l'horreur dans des livres, on voit des gens qui disent c'était affreux, il faisait froid et tout. Moi, pas du tout, parce que ma mère était vraiment sadique, elle nous baignait dans l'eau froide et tout, tandis que là, elle était tiède. Je veux dire, pour moi, c'était du luxe, cette école. Et puis, on est venu me chercher parce que j'ai eu les oreillons au bout de 3 jours. J'ai pleuré de quitter cet endroit. Je me voyais 15 jours, cool, avec un joli jardin. Puis les sœurs, adorables. Donc, on m'a envoyé, j'ai raté ça. Puis après, je suis allée au lycée de Sèvres. J'ai été très malheureuse au début. Les garçons étaient brutaux.
Moi, j'étais casse-cou, je pouvais me battre, mais je me suis battue, mais c'était un univers, il y avait 2000 élèves quand même, je crois. Et je suis passée d'un truc où il devait y avoir, je sais pas moi, 150, 100, 150 élèves en tout. Je suis passée à cette chose énorme. Alors, on pouvait jouer au ballon prisonnier. On avait des espaces merveilleux. Il y avait des professeurs de tous les pays qui venaient voir. Et on avait un tumulus derrière avec la nature. Oui. Et mon grand problème, c'était que je ne pouvais pas réciter en public. Je pouvais pas parler devant. Ça m'est resté toujours. À partir de ce moment-là ou... Mes parents nous empêchaient de parler à table. Ah d'accord. On n'avait pas le droit, seulement au dessert, mais encore... Oui, mais ça, c'était les usages voilà, bourgeois. C'est l'usage, je ne sais pas. Si. Je ne me rends pas compte. Pas seulement bourgeois d'ailleurs, oui, puisqu'ils s'étaient répandus un peu partout. Oui, on ne parlait pas à table. Oui. Non, mais on était 5 enfants quand même. Donc on était, ça faisait déjà pas mal. Et puis, mais par contre, justement, en vacances, là, avec mes grands-parents, on pouvait parler, mais on ne parlait pas tellement, mais on suivait la conversation et tout, puis on était pressés d'aller jouer et tout. Tandis que là, et j'ai jamais pu parler, réciter en classe, donc j'avais 0 pour la récitation et 10 sur 10 pour le savoir, parce que je savais toujours mes leçons. Alors les profs sympas, elles me disent, bon ben Anne, vous me dites la leçon d'abord, vous me dites comme ça ou par écrit. Donc je récitais, je disais le truc, on était bon. Mais maintenant je vous mets 0, donc ça faisait 10 sur 20. Mais je me rattrapais à l'écrit. J'étais première en français, première en latin, toutes les choses comme ça. C'était un 0 parce que tu ne pouvais pas le... Ah oui, je ne pouvais pas réciter. Tu ne veux pas prendre les paroles en public. Je ne pouvais pas. Et ça t'est resté? Oui. Ah oui. J'ai jamais pu lire mes poèmes en public et j'ai jamais pu. Hein. Je l'ai fait une fois au centre du Québec. Ils étaient adorables. Dans le sous-sol, j'ai pu lire un recueil de poèmes qui s'appelle, publié au Québec, Notre légende, suivi de Rose du jour. Et là, j'ai pu parler pour Myriam Médiane, qui est un autre livre que j'aimais beaucoup avec Geneviève Pastre, qui était très encourageante, qui était une féministe lesbienne et éditrice. Elle m'avait publié Myriam Médiane. Et là, j'ai pu parler curieusement dans la librairie, des mots à la bouche, c'est ça. Je me suis sentie bien tout d'un coup. Il y avait le sous-sol comme une grotte un peu, avec des gens que je connaissais. J'ai pu parler, j'ai raconté l'histoire. Sinon, non. Et en classe, ça me faisait vraiment des notes comme ça, quoi. L'oral, c'était pas bien, mais tout le monde savait que je pouvais pas parler. Donc, c'était quand même expérimental. Donc, ils tenaient compte de ça aussi. Puis, il y avait les profs sadiques que j'allais voir au début. Je me souviens d'un prof de français. Je dis, madame, est-ce que je peux vous le réciter, tout ça, mais je peux pas être ça. Et puis, alors, les professeurs étrangers sont là, derrière. Ils regardent comment le lycée fonctionne, comment la classe. Et puis la femme blonde, je me souviens de ses cheveux, blonde comme ma mère évidemment, et comme ça, un peu blond doré, et puis gris, très austère, comme ça. Elle dit, voyons, un poème de Villon qui s'appelle Notre-Dame en Perrière. Vous qui êtes aux cieux, Notre-Dame de l'Empérière, je peux pas mettre très beau poème. Elle me dit, mademoiselle Michel va nous réciter ça. Et je l'ai fait quand même. Bah. J'étais au fond de la classe pour qu'on ne me voit pas trembler et tout, c'était horrible. Par contre, alors dans la cour, au ballon prisonnier et tout, je me défoulais complètement dans les jeux. C'est le fait d'apparaître, d'être le centre de... Vous voyez, par exemple, la caméra ne me gêne absolument pas parce que c'est un objet, elle n'a pas de pensée, tout ça, donc... Mais on est là quand même. Oui, mais vous êtes 2 seulement. Oui. 2, ça va. Tu n'as pas pu... Elle a fait un entretien de printemps, il n'y a pas longtemps. Ah oui. Organisé tout, une sorte de colloque. Et elle a pris quelqu'un pour animer. C'est-à-dire qu'elle-même qui organisait tout le contenu, n'a pas pris... Non, les animateurs, c'est normal qu'il y en ait un en plus, mais je n'ai pas présenté du tout. C'est le président du CIS qui a présenté brièvement. Je ne lui avais pas laissé trop de temps. Je ne voulais pas qu'il mange sur le truc. Mais après, je n'ai pas pu du tout intervenir, poser rien. J'ai dit qu'il y a un groupe. Et le métier? Mon métier, j'aurais voulu être archéologue, mais il fallait des maths, donc je n'ai pas pu beaucoup. Ensuite, j'avais envie d'aller en Inde, donc j'ai commencé une licence, parce que j'étais le premier prix de philo de Maurice Clavel. Donc il m'a encouragé à poursuivre. Maurice Clavel comme prof. Oui. Tu aurais dû me dire un mot là-dessus. Mais je vais dire oui, parce que c'est un peu après. Oui. Et puis... il a dit que j'ai eu son premier prix de philo, donc il m'a dit que il mettait presque 20 sur 20, donc c'était bien. Mais c'était quelque chose justement chez lui
C'est parce que j'abordais la métaphysique d'une façon non conceptuelle et comment je dirais, poétique. Je pense que quelque part, ils voyaient déjà ça. Mes textes ont toujours été... J'écrivais de la poésie tous les jours. Et je pensais que tout le monde faisait comme ça. Donc en rentrant du lycée ou de l'école, toute petite, j'écrivais 1 heure à peu près de trucs ou des prières à Dieu. J'étais très croyante, mais très passionnelle quand même. Hein, pas, Et après, une fois mes poèmes écrits, des trucs, j'ai encore un cahier assez jeune. Et j'allais jouer ou j'allais faire mes devoirs et tout ça. Donc c'est ça. Donc je pense que Clavel a été frappé par... et puis l'authenticité, j'avais pas du tout de maniérisme, j'étais franco de port, quoi, comme ça. Et puis la première fois, j'ai une très bonne note, on m'a dit d'aller le voir, j'avais été malade. On m'a dit, t'as 8, j'ai dit oui, 8 sur 20, c'est pas très bien. Il me dit non, 8 sur 10. C'était ton prof dans quel... Oui, c'était Camissé. À Camissé, d'accord. La dame est morte, qui était avant. Et puis il était prof de philo à ce moment-là? Oui, il était journaliste. Pour les gens qui vont regarder la vidéo, surtout ceux des générations actuelles. Non, il était journaliste. Non, mais c'était surtout un intellectuel, y compris jusqu'à 68, ça a été un intellectuel, je dirais, influent, très influent même, y compris sur les nouveaux philosophes. Et puis il y a son fameux épisode Messieurs les censeurs, bonsoir, qui a marqué toutes sortes de... Il faisait partie des amis du Secours Rouge, des amis de la gauche prolétarienne et des Mao. Hein, c'était un prof sensationnel. J'ai connu, j'ai bien Alors lui connu. aussi, c'était manifestement un bon prof, mais, mais persona non grata pour des raisons analogues à celles qu'on a déjà évoquées chez nous, mais je t'expliquerai pourquoi. C'est gaulo-gauchiste, hein, il disait, mais il était brillant, il était habité par quelque chose de bon, c'était un homme extrêmement cavaleur, et il m'a demandé en mariage par l'intermédiaire de mon père, qu'il a menacé de prison carrément. Il avait 42 ans, moi j'en avais 19, j'étais un petit peu en retard. Ah oui. Voilà, mon père lui a dit, mais vous monsieur, vous vous rendez compte que ma fille a 19 ans, vous avez mon âge. Et il lui a dit, il y a des gens qui se sont retrouvés en prison pour moins que ça, monsieur. Et Clavel a dit, mais je la demande en mariage, je vous la demande en mariage. Et mon père a dit, mais il n'en est pas question, monsieur, et je vous prie de laisser ma fille tranquille. Elle a un jeune fiancé, c'était pas encore fiancé, mais c'est vrai qu'il y avait un... Et tu en veux à ton père? Oh, pas du tout, non, parce que j'aurais dû résister. Oui. J'aurais pu résister, mais Clavel me faisait pas envie. Oui. Physiquement, non, mais je peux comprendre, je mais le trouve, il était comment je dirais, il était très sexuel, très envahissant comme ça. Oui, c'est un personnage bon. C'est métaphysique, il me harcelait pour savoir de quelle manière je l'aimais. Il disait, mais alors, si vous m'aimez... C'était le libéral libertaire typique, Clavel, catho, c'est ça qui le distinguait catho, un peu d'autres, mais il a une influence, et pour les gens comme moi, extrêmement néfaste, mais il est complètement oublié aujourd'hui, c'est ça qui est frappant, alors qu'on a retenu les guignols qu'il a promus du genre justement des nouveaux philosophes et quelques autres. Hein. Parce qu'il les a quand même promus, ceux-là aussi. Il est décalé philosophiquement, hein. C'était vraiment... Oui, il a gaspillé. Il a gaspillé. En tout cas, pour les marxistes dans mon genre, il était quand même complètement hors jeu, quoi. Il était un électron libre, hein, c'est ça, avec la passionnelle. Il avait un côté passionnel. Pour lui, la politique, c'était De Gaulle. J'avais 19 ans, j'étais le copain il était à côté de Gaulle. Il a eu une influence considérable, et c'est amusant que tu en parles, parce qu'effectivement, il est complètement oublié aujourd'hui, complètement occulté, alors qu'à l'époque, c'était vraiment un des intellectuels qui ont eu la plus grosse influence, y compris sur les 68 arts, y compris sur les gauchistes, ce qui est un peu oublié. Mais donc, tu es devenu, quand tu as fini tes études, eh bien, je voulais aller en Inde. Non, je voulais aller en Inde pour faire du caritatif. C'était depuis toute petite, j'aurais voulu sauver les animaux, soulever les gens pauvres, défendre les femmes, être un chevalier. Mon idéal, c'était Richard Cœur de Lion. Et après, c'était, comment il s'appelle, Robin des Bois. Et après, il y a eu Richelieu, qui va pas tellement avec. Ah oui, j'avais une passion pour la poigne de Richelieu, pour son envergure. Ah oui. Il avait une allure sur le tableau, là, comme ça. J'aurais voulu être comme Richelieu, j'aurais voulu. Puis ça, comment je dirais, il n'a pas été sympa avec les protestants, pourtant. Mais non, puisque ma famille en a bavé à cause de ça. Justement. Mais à l'époque, je m'en fichais, j'étais... mystique un peu, quoi, comme ça. Protestant, tout ça, mes parents n'étaient pas pratiquants. Donc on allait à l'école du dimanche, mais j'aimais bien chanter, les cantiques, tout ça, c'était assez bon. Et donc, du coup, j'ai commencé une licence de philo à la Sorbonne.
pour aller à l'université de Bombay où il fallait avoir une licence en quelque chose d'important. Donc j'ai commencé et puis au bout de 3 ans à peu près, je me suis tellement ennuyée en ayant parmi les plus grands professeurs, mais je m'ennuyais tellement. J'avais un copain qui s'appelait Proust, je trouve ça drôle. Un type qui était beau comme tout, plutôt petit, blond, yeux bleus. Et au cours de logique de M. Éric Poirier, on s'était mis tout en haut et tout. Et il me racontait plein de trucs rigolos. Il avait une maîtresse antiquaire, on se battait des trucs. Puis on allait au cours de Paulin sur Nietzsche, qui était magnifique. Ce cours, quand même, il était fou, lui aussi, Paulin. Et donc, on était là comme ça. Puis un jour, M. Poirier, professeur, il dit « Là-haut, vous deux, vous feriez mieux de penser un peu à la logique que tout ça. » Mais c'est vrai que, puis après, j'ai entendu un bébé. Donc Proust, il dit « Oh, d'avoir un enfant dans son ventre quand même. » Il me dit « Je te regarde parce que je trouve ça extraordinaire et tout. » Moi, je trouvais ça assommant, très lourd et encombrant. Je pouvais plus faire de danse et tout ça. Donc, c'était... voilà. Et donc, à un moment, un cours de philosophie de Filonenko, je crois, qui est devenu maintenant un professeur important, et qui était pour moi un jeune chargé de TP, où je n'ai jamais, en 3 ans, je n'ai jamais fait un exposé. Je ne pouvais pas. Donc ça m'a nuit à mes études aussi, parce que j'étais morte de peur à l'idée qu'on m'interroge. Je me mettais toujours en arrière, très haut. Je me souviens le cours de Jean Kelevitch, j'étais tout en haut, tout en haut, tout en haut, en buvant Jean Kelevitch, évidemment. Le cours de Ricoeur, j'avais les professeurs, j'avais Gurvitch en philosophie, en psychologie sociale. C'était où, ça? J'avais à la Sorbonne. À la Sorbonne, j'avais oui, bien sûr. Lagache, en cours de psychiatrie, j'avais pris une option psychiatrie. J'avais Paulin, donc j'avais Jean Guiton pour Kant, la critique de la raison pratique. Alors c'était vraiment bien, mais en même temps, j'entends Filonenko, toute petite silhouette au fond de l'amphithéâtre. Ça, c'est la Sorbonne d'avant 68, ça. Ah bah oui, puisque j'avais 60, oui, c'est celle qui va... 42, 60, j'avais 19 ans. Parce que tout va complètement 62, basculer voilà. après. Oui, tout bascule Il y avait des complètement. groupes. Voilà. Et j'entends Filonenko tout petit à l'autre bout, parce que j'étais tout en haut, là, on fumait tous. Il dit, tout d'un coup, c'est la philosophie générale, ou l'histoire de la philosophie, il dit, Kant dit, Hegel répond, Heidegger, nana. Et je me suis dit, je peux plus. Il n'y a rien là-dedans, c'est pas du réel. Je me dis, ça veut quoi dire? Kant dit, Hegel répond, à l'autre bout du siècle, Heidegger modifie, etc. Et tout ce qui était si excitant avec Clavel, finalement, quand il nous parlait de Descartes, les méditations cartésiennes, quand il nous parlait de Claudel, l'échange, des choses comme ça, il habitait, il faisait tout crisser, ça crépitait. Ça crépitait dans la classe, pour moi, en tous les cas. T'as pas connu à l'époque Rhodys Lewis, Alquier, tous ces gens-là? On avait Alquier. Vous aviez Alquier? Je crois que je l'ai eu comme prof aussi. Rhodys Lewis, tu l'as pas? Non, c'est un peu après, peut-être. Non. Alquier, Ferdinand Alquier, de toute façon, on lisait ses Gilson, livres. tous ces mecs-là. J'ai dû avoir Gilson. Gilson aussi, C'est un logicien. C'était un des cartésiens, oui, mais parce que tout ça, c'est un témoignage de ce que j'explique aux jeunes générations aujourd'hui. Là, tu vois, maintenant on a un bruit de fond, mais il est plutôt agréable avec c'est l'heure des mésanges et des moineaux. Je leur expliquais que jusqu'à la fin des années 60, la Sorbonne était avant tout cartésienne. Alors effectivement, un des bons côtés de Clavel, c'est qu'il était dans cette tradition. Sauf qu'on était en philo à Camissé encore. Oui, hein. oui, mais je veux dire, oui, il était... on était dans cette tradition-là, et tout va basculer après. Et c'est ça qui est important de voir, parce qu'après, enfin bon, je suis pas là-bas. Mais je veux dire, c'est très bien ton témoignage, et à mon avis, il va être très instructif pour beaucoup des jeunes gens qui suivent nos cours pas nos cours, nos séances, nos petits ateliers d'éducation populaire sur ces questions philosophiques, parce que ça donne y compris l'histoire de la manière dont la philosophie était délivrée, médiatisée, enseignée en France, et comment il y a eu une transformation fondamentale à la fin des années 60. De toute façon, je pense que, par exemple, Clavel, il nous faisait les méditations cartésiennes, les 5 méditations, mais il nous a beaucoup parlé de Hegel. Alors là, Hegel, c'était un cours passionnant. J'ai encore le cours de Clavel sur les méditations cartésiennes, sur Hegel, le surgissement de la conscience. Alors il était là comme ça, il était un peu lourd, avec des grosses cuisses, il s'asseyait comme ça, et puis il y avait les filles qui riaient, nous on avait envie de rire un peu aussi, parce qu'il venait s'asseoir devant nous, avec les cuisses sous le nez, parce qu'il était très... physique, Clavel, c'était un type, il était dans la chair, quoi, vraiment beaucoup. Et il disait, le surgissement de la conscience, comme ça et tout. Alors évidemment, et puis il racontait des histoires un peu
des trucs qu'il courait derrière une fille, autour d'un bureau, tout ça. C'était toujours... Il mélangeait la vie, l'incarnation et la grande puissance de l'esprit quand même, parce qu'il avait une vision. Et justement, je crois que ce qui m'a tellement ennuyée à la Sorbonne, c'est que mon caractère à moi, hors la loi, un peu déjà révolté, puis d'avoir envie de choses vivantes, vibrantes, avec cette famille tellement remonte quand même. Et tous les livres que j'avais lus, l'épopée, Richard Cœur de Lion, Le Chevalier Bayard, tout ça. Et puis Richelieu, donc. Parce que ça, c'était mon faible, Richelieu. Et donc, Clavel m'a bien plu. Et après, je me suis trouvée... Lui, il était vraiment franc-tireur déjà. De toute façon, il n'a jamais profité de son espèce de génie d'interpréter l'écrit, la philo. Il avait une manière de rentrer et de faire vivre. On aurait dit qu'il devenait Hegel lui-même. Parce que... Oui, parce que, excuse-moi, ça c'est un petit commentaire que je fais pour les gens qui vont écouter. Pour toi, c'est sans doute évident, d'autant que tu l'as vécu. Les gens ne se rendent pas compte, c'est ce que je leur explique tout le temps. Après 68, Descartes, Hegel, Marx vont être renvoyés aux poubelles de l'histoire pour avoir un certain nombre de substitutions. Hegel remplacé par Heidegger, Descartes par Spinoza et Marx par Nietzsche. Je résume très rapidement. Mais toi, tu as connu l'avant. Et les deux aussi, parce que j'ai Nietzsche aussi. Et après. Nietzsche était enseigné, mais Nietzsche a été enseigné pour ce qu'il était au départ, mais pour tout à fait autre chose après, c'est-à-dire en substitut à Marx. Donc, Oui, parce que Raymond Paulin, il était un fan de Nietzsche. Et donc, oui, il y avait beaucoup de fans de Nietzsche, il y en a toujours, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de voir au travers de ton témoignage, c'est tout à fait frappant, comment quelqu'un comme Clavel était à la fois cartésien et hegelien, ce qui est entre parenthèses notre cas, et il était nettement moins marxiste que nous, mais pour nous, il y a une continuité entre les trois. Il était gauchiste. Il était gauchiste. C'est pour ça qu'on dit souvent, on rappelle le célèbre petite brochure du camarade Lénine, le gauchisme, maladie infantile du communisme. Et de ce côté-là, Clavel, mais tel que tu nous le décris, ça confirme absolument, c'était quand même un adolescent prolongé. Il était complètement gauchiste. Au sens où il était gauchiste. Et donc, c'est vraiment la maladie infantile, mais avec tous les bons côtés que ça pouvait présenter, y compris la manière dont il incarnait efficacement. Il a été formateur. Il était un très bon prof, oui. Le fait qu'il ait demandé en mariage, et du coup, il n'est pas venu, il devait venir un matin me voir et tout, et il n'est pas venu, et j'ai beaucoup souffert de cette rupture, parce que, et après, on a renoué, mais c'était pas pareil un peu, parce que il y avait cette histoire de consommation féminine, il était assez tourmenté par ça, donc c'est vrai. Et moi, j'étais quand même chasse gardée de mon pays, la vie complètement ça. Donc, je ne l'ai plus vu, et même après que je me sois mariée et tout, pendant à peu près 5, 6, 7 ans, comme ça, j'ai gardé l'empreinte de son discours. Déjà, ce discours était absolument pas classique, pas traditionnel. La poésie, la philosophie, il la rendait vivante, incarnée, etc. Mais elle était étayée par ses grandes connaissances et il était très précoce comme enfant. Il a passé son bac à 14 ans, à 19 ans, il était agrégé de philo quand même. Et c'était quelqu'un qu'on ne peut pas rester indifférent sur une telle masse de vitalité, qu'elle soit mâle et un peu intrusive, c'est sûr, parce que en même temps que moi, il me demandait en mariage et tout, il avait une liaison avec une autre fille de la classe. J'aurais jamais cru, elle avait l'air très sage et tout ça, et ils avaient une liaison assez torride. C'est l'habitus de toute une génération de profs de philo, c'est-à-dire non seulement celle de Clavel, mais beaucoup de ceux qui lui ont succédé. Donc, j'ai quasiment des témoignages innombrables de ce type de comportement. Oui, presque. Donc alors que tu es bretonne. Mais, non, je suis à moitié allemande, je suis en partie. Une bretonne, allemande et charentaise. Bah, c'est pas mal. Ouais. En tout cas, voilà, ça tourne de nouveau, tu reprends quand tu veux. Et c'est mieux quand même comme décor. Tu étais enceinte alors dans tes études? Pendant mes études, oui. Ce qui fait que finalement, quand l'occasion s'est présentée de partir en Afrique, j'ai bondi. On est allé en coopération... Avec ton le mari face à la coopération militaire, là, service militaire, quand j'avais un enfant. Donc il l'a fait au titre de la coopération. Ouais. Et ça, c'était quelle année? 66. 66. 66 à Abidjan, c'est ça? Abidjan? Oui. Mais oui, c'est ça que je voulais vous dire. Là, je t'en reparlerai. J'y suis né. Mais tais-toi, c'est ça qui... On en reparlera après. À Abidjan. Oui. Et alors,
coup que j'avais eu envie d'aller en Extrême-Orient, mais bon, il a été nommé mon ex-mari à Abidjan. Donc je suis allée comme ça. Et quand la Carling, j'avais jamais pris l'avion. Donc j'étais morte de peur. Donc j'ai avalé des trucs pour pas mourir dans des états d'angoisse. J'avais mon petit bébé comme ça. Et mon beau-père était à l'époque directeur de Air Total, un franco-libanais. Donc il m'avait mis 3 places comme ça. Et ma mère m'avait accompagnée quand même à l'aéroport. Et elle m'avait donné une petite bouteille de champagne. Donc voilà, j'ai bu avec les calmants et tout. Finalement, on a dormi tous les 3, le bébé et moi, comme tous les 2, comme ça. Et puis on s'est réveillés, donc j'ai même pas eu peur. J'ai trouvé ça extraordinaire. Le démarrage, le décollage, j'étais pas pressée comme ça. Tu n'avais jamais pris l'avion avant? Non. Et en 2 minutes, j'étais morte de peur. Qu'est-ce que je dis, minutes en 20 secondes, Paris était à mes pieds comme un tapis tout brillant, comme ça clignotait partout. Et j'avais mon champagne dans la gorge, c'est délicieux. Et puis le lendemain matin, j'ai été un peu malade parce que quand même, c'est pas très bien. Et puis voilà, mon mari devait venir me chercher. La Carling s'est ouverte, j'ai descendu les escaliers. C'était mon pays, tout d'un coup. Jamais j'ai eu Tu es arrivé dans la journée ou le soir? Le matin. Le matin. Bien chaud. C'était magnifique. J'ai senti comme une palpitation qui m'accueillait. C'était il y a l'odeur. Le sol, dès qu'on arrive, il y a l'odeur de la terre africaine, je suppose. Non, parce qu'il y avait du bitume là, sur l'aéroport, donc il n'y avait pas encore l'odeur, mais les couleurs. Et puis après, tout le temps que je suis restée, j'étais à la fois morte de peur, parce qu'il y avait la rage à Abidjan, j'avais peur que l'enfant soit malade. J'ai eu un deuxième enfant, une petite fille, que j'ai accouchée là-bas. Donc, et j'ai travaillé dans un dispensaire pour vérifier les analyses de tous les coopérants, les gens les plus huppés, gratuitement, quoi. Je faisais de la... Les TTCI, comme on disait à l'époque. Oui, c'est ça. Alors j'apprenais qu'un tel avait une ravissante femme, avait des hémorragies épouvantables et tout, des parasites. Il y avait un docteur qui s'appelait docteur Roux, qui était roux d'ailleurs aussi un peu, qui était très... on s'entendait très bien, là, c'était bien. Et puis on a été un peu dans la jungle, et mon ex-mari faisait du rugby. Donc on avait des copains de l'équipe de rugby, Ernest, je me souviens. Et j'ai été professeure du coup là pour à quel endroit? Quelque chose. J'ai été professeure dans une école religieuse. Ah d'accord. Il faut que je regarde plus peut-être comme ça. Je regarde un peu les gens. Non, c'est très bien, c'est pas grave. Une école religieuse. J'étais professeure d'anglais que je ne parle pas bien du tout, donc je révisais les cours avec mon ex-mari la veille. J'avais peur. J'avais des Libanaises et des Africaines. J'avais l'air d'avoir 12 ans, elles avaient l'air d'avoir 18 ans. Donc il y avait un truc, j'avais des petites queues comme ça. Et elle me disait, parce qu'en plus je m'appelais Anne Caporal, un nom que vraiment c'était un peu dur à porter, je trouve. Et elle disait, Madame Caporal, puis elle me faisait dire, elle me déplaçait, elle me mettait en boîte et tout. Elles étaient insupportables et les sœurs m'ont jamais reprise parce que j'avais pas d'autorité. Donc après, j'ai été professeure au ministère du Plan d'adultes. Alors là, c'est une très très belle expérience. Peut-être que justement dans les relations intergénérationnelles, les entretiens, j'avais pas pensé à ça, mais j'avais quand même 24 ans, j'en paraissais donc 12, 13, 14 comme ça, avec des petites queues, des petites robes, on n'avait pas d'argent, j'étais assez un peu minable, un peu comme ça. Et ces femmes qui arrivaient, qui avaient l'âge allait entre 25-30 ans, c'était des employés du ministère. Et il et elle voulaient passer des concours internes pour devenir un grade plus élevé. Donc je leur apprenais mieux le français, j'étais des améliorés en français. Il y avait des femmes, alors qui étaient la deuxième femme, la troisième femme. J'ai eu une sociologie. Ah oui. C'était absolument magnifique. Moi, je voyais à la fois le côté, c'était pas politique chez moi, mon regard, c'était plutôt le côté humain, le côté exotique malgré tout, de voir ces femmes qui arrivaient dans des boubous, elles étaient très belles, des tissus et tout, puis elles avaient des voiles, elles étaient belles physiquement, sombres, noires, quoi, ou café au lait, il y en a qui étaient des métisses et tout. Puis j'avais quelques hommes, alors j'avais Robert, qui avait 20 ans, il me disait, Madame Caporal, je vais alors j'arrivais près de lui, il me disait, oh Madame, vous ne voulez pas sortir avec moi ce soir?
Oh, je disais, oh, Robert, c'était délicieux. Et les filles me draguaient aussi. Elles me disaient, oh, Madame Caporal, qu'est-ce que vous êtes mignonne. Et puis, votre mari, c'est un bel homme, hein, on dirait pas non, si jamais vous lui dites. Enfin, c'était une ambiance pas grivoise, c'était très beau. Je trouve que c'était très beau. Et il me charriait un peu, le deuxième année, je suis devenue plus sévère. Mais en même temps, d'abord, elle m'apportait des plats. Et j'adorais le foutou, le plat foutou igname et foutou banane. La banane bien tapée, là, toute molle, élastique et tout. Et je remportais des bassines de foutou chez moi, elle me donnait. Et avec à l'époque, je n'étais pas végétarienne, donc j'ai eu le choix une fois dans un repas où elle m'avait dit, on m'a dit tu choisis là, et il y avait une couenne un peu épaisse, il y avait un truc un peu style lapin, et un troisième qui était quelconque comme ça, donc j'ai choisi le troisième. Après on m'a dit c'était de la biche, et j'ai choisi donc de manger une pauvre biche. Et puis il y avait du singe. T'as mangé du ratoto? Non, j'ai mangé du singe. Du singe, oui. Ah ben ça m'a fait Mais triste, le ratoto, c'est encore meilleur. Non, il y avait de l'hippopotame. Ouais. C'était avec les poils dans la soupe comme ça. Ça, c'est vraiment anecdotique. Bon. Mais c'est pour dire que j'étais vraiment en osmose avec qui j'allais me faire soigner à l'hôpital de Trécheville, qui était un véritable cours des miracles. J'ai eu mon gynécologue pour ma fille, l'accouchement, c'était là-bas. Mais il y avait des bons médecins. Un Indien, un très bon gynécologue. J'emmenais mes enfants se faire soigner là-bas. Et tout, donc il y avait en même temps... Il y avait un CHU d'ailleurs. Oui, c'est l'hôpital de Trécheville, c'était ça. Et après, il y avait à la fois des restaurants très bons. J'avais jamais été dans une pizza, j'ai découvert d'excellentes pizzas, des restaurants libanais. De l'autre côté, il y avait ces élèves qui étaient certaines bien nantis, des riches et des pauvres aussi, plus pauvres. Mais surtout la misère des femmes quand même. Sur le plan des accouchements, elles arrivaient quelquefois dans des états avec des hémorragies, et en plus par le gynécologue qui me suivait, moi j'avais des... Et alors elle me dit, oh madame, on a avalé un truc et tout, elle me dit des plantes et tout ça, j'ai eu des hémorragies, et le gynécologue me dit, oh, ces Africaines, il était très raciste, il était très... c'est un Indien très méprisant par rapport aux Noirs. Et il disait, oh, vraiment, c'est n'importe quoi, elles arrivent dans des états, etc. et tout, elles n'ont qu'à faire attention et tout. À mon avis, c'était qu'il n'y avait pas d'éducation, il n'y avait pas de pilule, enfin, à l'époque. Bien sûr, oui. Et enfin, moi... je pourrais t'en raconter plein. Moi aussi. Il y avait des choses qui étaient pathétiques, quoi. Puis moi, par exemple, j'ai eu une amie qui s'appelait Marie-Laure, une fille qui était toute jolie, avec des petits ensembles comme ça, africaines. Et je me souviens quand elle arrivait, parce qu'on habitait dans le HLM des gendarmes, la coopération militaire. Il y avait même David de Rothschild à côté de nous. Il avait fait son service militaire là. Et Marie-Laure, elle venait avec un petit vélo moteur comme ça et tout, dans ses petits ensembles. Elle avait 17 ans, 19 ans, par là comme ça. Puis un jour, elle m'a dit, je sais pas, je la suppliais de me disait, mais j'ai une perruque, tout ça. Je la suppliais de me montrer ses cheveux courts. J'aimais beaucoup la truc tout frisotté. Et puis elle a enlevé ses cheveux, et puis elle était une jeune africaine comme dans des photos d'autrefois et tout. C'était trop mignon. En fait, elle avait été vendue par sa mère à l'âge de 14 ans, un type. Hein. Et après, moi, quand j'apprenais des choses comme ça, j'étais... déjà, le fait d'être pas aimée parce qu'on est une femme, et puis d'avoir comment le monde traite les femmes dans l'ensemble, j'étais sensible à ça, très. Et je l'ai vu. Et alors, il y avait à la fois l'exotisme de ce magnifique continent, la chose rouge, puis je suis allée à l'université en tant qu'étudiante en même temps. Donc j'étais professeure, étudiante, maman. Et je crois que c'était la première année de l'université toute rouge, où Fouette avait fait reconstruire tout ça. Alors il y avait un jardin avec les roses de cristal, j'allais m'asseoir là pour lire des tas de science-fiction, des tas de trucs. Et puis voilà, donc j'étais la seule élève blanche en fait. Je m'en étais même pas rendu compte. Et une fois, et c'est revenu en France après, je me suis dit, mais finalement, les Africains qui sont là, les Noirs, alors, et ben moi j'étais blanche parmi des Noirs, et ça m'a jamais gênée. Je veux dire, dans la ville d'Abidjan. Vous voyez, c'est...
c'est une expérience assez... Tout ça, c'est assez... finalement, je réfléchis maintenant et tes questions me font dire des choses auxquelles je n'avais pas toujours réfléchi, tu vois. Mais je me rends compte que j'ai quand même enregistré, absorbé pas mal de choses parce que la manière dont les gens vivaient, puisque j'étais moi, me permettait... On était dans les zones privilégiées, évidemment. Mais j'avais une amie qui était un ancien mannequin allemand, Rita. Et elle était la secrétaire du bureau où mon ex-mari travaillait. Donc ils étaient tous fous d'elle, une ancienne mannequin avec les yeux un peu obliques, verts comme ça, et des cheveux blonds et tout. Et puis elle était un peu bizarre en fait quand même en même temps parce qu'elle n'était pas coquette du tout. Et alors ça faisait une amie brune, une amie blonde, donc on avait un certain succès quand on se baladait ensemble. Elle avait épousé un carteron. Alors elle avait des enfants en plus. Un carteron. Et elle vivait dans une cour. Ivoirien. Oui. De Côte d'Ivoire. Oui, ouais, un Africain ivoirien. Et il était carteron ou métis, donc elle avait des enfants carteron, elle était mariée. Oui, ancien mannequin, elle se retrouvait dans une cour avec du pisé, là, comme ça. La latérite. Oui, la latérite et tout, elle vivait comme les Africains. Et c'était une époque, après, quand il y a eu la guerre civile et tout... Mais ça, c'était très longtemps avant la guerre civile. Oui, mais après, quand il y a eu la guerre civile, j'étais triste, quoi, parce que je voyais tout ce sang qui coule. Comme nous tous. C'était vraiment... parce qu'il y avait encore Port-Bouët avec les militaires, d'occupation militaire. Alors c'était en même temps extrêmement... Nous, on est rentrés pour ça, parce que c'était néocolonialiste, ça c'est sûr. En même temps, le petit garçon, il était souvent malade, et des bronchites à répétition, tout ça, parce qu'on n'a pas toujours eu des climatiseurs et tout ça. Hein. On vivait vraiment beaucoup plus dans le jus. On était dans le jus, en fait. Au début des années 60, il y avait quand même une minorité de climatisation. Moi, j'avais pas. J'avais des trous dans le mur, dans le béton. Je vivais dans la grande bourgeoisie coloniale ivoirienne. Il y avait que la chambre de mes parents qui était climatisée. Oui, c'est ça. Moi, j'avais fait mettre un climatiseur après pour ma petite fille quand j'ai accouché. Et pour le bébé, et moi, j'étais un peu fatiguée aussi. Donc voilà, après, je suis rentrée. Mais pour moi, l'Afrique, ça a été une expérience. Et mes premiers livres, justement, j'ai jamais voulu être écrivain. J'ai été poète tout le temps. J'ai écrit tout le temps. Et pas influencée, mais ça... Ce livre, La Dame Noire, c'est ta vision absolument des femmes. Oui. En même temps, de la dureté de leur vie. Et puis, comment elles vont se venger de tous les hommes qui les ont... Je trouve qu'Amel Carr, par exemple, ce que j'en déduis, mais c'est faible comme récit sociologique, c'est un peu faible. La Dame Noire, c'est quand même très passionnel et élégant. Enfin, j'ai travaillé beaucoup des choses, mais il n'y a pas tellement l'aspect social, je veux dire. Si, à travers la situation... Ah oui, à travers la description du personnage central. Ben ça, je l'ai inventé. Donc, j'ai inventé complètement. Oui, j'ai eu envie de mettre quelque chose quand même de plus vrai, quoi, que des histoires d'amour fou, de sexualité torride entre deux femmes. J'ai eu plus envie de montrer quelque chose, pourquoi elle était comme ça et d'où venait sa fascination aussi. Cette chose qu'elle avait été maquerelle quand même, il faut l'inventer, parce que moi, j'ai pas du tout de... J'ai inventé ça faisait un support qui excusait un peu ses appétits charnels, parce que c'est une bête, cette femme, quand même. Elle est extrêmement sensuelle et tout. Et je me souviens à un moment, juste, c'est pas ça, dans le port du Banco, tu as dû connaître le parc du Banco. Mais la Dame Noire, ça se passe en Côte d'Ivoire? Oui, à Abidjan. Oh, je te dis, ce roman est génial. Tu aurais dû me le dire tout de suite. C'est génial. Le premier non, mais aussi. Bien sûr que c'est génial, mais compte tenu de mon passé personnel, évidemment, c'est Abidjan, il s'est nommé. Dans Exercice d'amour, c'est pas nommé. Et donc j'ai rencontré, c'est là, je suis rentrée à Paris, et puis j'ai été très malheureuse de ne plus être en Afrique. Et j'ai repris des études, je suis rentrée dans une journal de décoration. C'était quelle année, ça? 70. 71. 72. Oui, 4 ans. Non? 66, 70 passé. Ah oui. Et j'ai été embauchée, j'ai mis une petite annonce pour faire quelque chose. J'étais tellement déprimée d'être à Paris et tout. Et j'ai été engagée par un patron de presse. Et au téléphone, alors il m'a dit, je suis chez le coiffeur, etc. Il m'a dit, voilà, je voudrais si je peux vous recevoir et tout. Vous connaissez J'ai dit, oui, monsieur. Je ne savais même pas qu'il y avait des revues de décoration
qui existait. Donc il m'a engagée et puis il m'a engagée. J'ai fait des grosses boulettes au début. C'était quoi comme... Plaisir de la maison. Je ne savais pas la décoration. C'était qui le patron à l'époque? Barry, Monsieur Barry, c'est un Égyptien. Sa mère était morte dans son bain à l'âge de 35 ans, tout ça. Alors, il me laissait faire des choses incroyables. Et on disait juif et des lépines, le sanitaire. Et j'avais mis juif et de lapine. Il m'a rien dit. Il m'a dit, oh, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et donc, après, puis il essayait des costumes et tout. Il disait, regardez Anne, je vous plais comme ça. Puis il est mort au bout d'un mois d'une crise cardiaque parce qu'il se mettait dans des fureurs telles. À 48 ans, il est mort comme ça. Il était homo? Non, ah non, il était cavaleur et tout. On peut être homo et cavaleur. Oui, bien sûr. Non, cavaleur dans... Il n'était pas prof de philo, mais pourtant... Ah oui, c'était un... Non, il avait une jeune maîtresse, il avait une domestique et il l'a prise pour femme. C'était une pratique déjà, qui a toujours été très courante. Et tu es resté après son décès ou tu as... Oui, c'est le rédacteur. Tu as fait carrière là-dedans? Dans le journalisme. Carrière, je ne sais pas, oui, si on veut. Parce que c'était alimentaire, en fait. Oui, bien sûr. Et peu après avoir donné ma démission, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai quitté mon mari. Et avec les 2 enfants, on a élevé cette personne, on a élevé nos enfants, tout ça. Et donc, j'ai dû retravailler. Et j'ai travaillé presque tout le temps dans des revues de décoration. Puis après, je suis devenue critique littéraire. Chez qui? Chez Harper's Bazaar, j'étais critique littéraire. Harper's Bazaar France. Alors, ça, c'est... Et même, j'ai sollicité Vogue, où on me prenait, mais j'ai demandé la rémunération. On m'a dit... Les rémunérations. La dame était un peu malade, incendie avec alcool et tout. Et j'ai dit, j'ai 2 enfants, je suis divorcée. Ah, un salaire. Ah non. Ah non, elle était adorable. Elle a dit, oh non, vous savez, vous dites que vous travaillez à Vogue et ça vous apporte pas mal d'avantages et tout. Bah oui, mais... C'était... Donc voilà, j'ai travaillé à Harper's Bazaar. Et là, je suis devenue critique littéraire grâce à une fille qui était éditrice dans Harper's Bazaar et qui m'a pris comme critique littéraire. Parce que je parlais de littérature d'une façon qui l'a intéressée. C'était pas Françoise Verny. Non, ça c'était la fille de Révéli. Après. Révéli, le bras droit de Fiat. Ah, là. oui. Donc la fille qui était une amie de la personne que j'avais rencontrée, avec qui je vivais. Donc il a fallu que je remette ça parce que la personne avec qui je vivais, elle n'avait jamais eu, elle était absolument pas standard, elle avait pas de métier, elle avait créé une école parallèle où j'avais mis mes enfants et c'est ainsi que je l'ai rencontrée. Et donc il a fallu que je me remette au boulot. Voilà. Ça a été dur parce qu'on a ramé beaucoup. Et puis, un jour, cette personne m'a dit, mais pourquoi elle aimait beaucoup mes poèmes et tout. Et elle m'a dit, pourquoi tu écrirais pas un roman? Donc je me suis mis au roman, mais j'ai jamais voulu être écrivain, jamais. Et tu en as fait plusieurs. Ouais. C'est amusant quand même, la fiction. C'est amusant. Et puis après, j'ai été publiée par relation, pas par la poste. J'arrivais pas du tout. J'ai écrit un livre, et une relation, quelqu'un de bien en place et qui a servi d'intermédiaire pour Kalman Levy, qui m'a envoyé à Kalman Levy. Je tiens à dire ça parce que on dit toujours j'ai envoyé mon roman par la poste, et moi jamais. Moi j'ai envoyé mon roman par la poste, mais j'ai pas été publié par la poste. C'est vrai que chaque fois ça a été rarissime en réalité. Mais tout le monde dit j'ai envoyé. Oui, enfin tout le monde. Bon, bref, bon, on va pas. C'est une imposture évidemment. Oui. Moi, je trouve ça bien de dire, parce qu'on me disait, mais quand même, si ton grand-père est éditeur... Et ça arrive que des romans soient publiés comme ça, mais ça devient rarissime. Chez des petits éditeurs. Le défilé a été publié par la poste. Absolument. Ça, j'ai envoyé et ils ont été intéressés, mais on participe quand même financièrement un peu. Et pas beaucoup, c'était 50-50 quand même. Là, ils étaient bien. Mais par contre, après, ils font pas de presse parce qu'ils n'ont pas de quoi nous faire connaître. Donc j'ai été publiée par Kalman Levy et puis j'étais sur le point de publier un 2e roman. Et puis M. Ullmann est mort. Donc ça a été chamboulé et puis mon 2e roman est resté en plan. Et après j'ai reramé de nouveau, encore demandé et tout. Et j'avais un projet de film. C'est l'heure des merles là maintenant.
Ils viennent c'est l'heure des écouter merles. ce que j'aurais à dire sur les merles d'Afrique. Donc j'ai écrit comme ça et j'ai un peu abandonné la poésie. Par contre, en même temps, j'en ai écrit moins. J'avais jamais publié de poésie. Et donc j'ai fait ça, les journaux, tout ça. Et après, j'ai écrit La Dame Noire, parce que j'en pouvais plus de ne pas être en Afrique quand même encore là. Et donc La Dame Noire, ça s'appelait Vision Noire au début, puis ils ont trouvé que c'était moche. Et je suis rentrée en contact avec Françoise Verny grâce à quelqu'un qui avait lu le manuscrit, qui l'a trouvé très intéressant. Elle m'a mis en contact avec Françoise Verny, Claude Faradji. à l'instar de Clavel, ça a été une personne qui a eu énormément d'influence dans le milieu éditorial, évidemment. Oui, mais quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas elle n'était pas en plein de sa puissance éditoriale, hein, parce que je l'ai rencontrée au moment où elle était rentrée à Flammarion. Donc moi, je suis rentrée à Flammarion, je suis restée 7 ans. 90 par là, je suis restée 7 ans en 89. Je suis restée 7 ans coiffée par Françoise Verny, elle était pas mal, elle m'a fait des contrats, tout ça. Et puis on est devenus assez proches. Mais elle était tellement obsédée par les scoops que... Elle aurait voulu que je raconte des choses plus sulfureuses que ce que je pouvais raconter. Ah bah c'est l'époque. Il y avait de quoi quand même. Et Cyril Collard était mort, donc elle était très très douloureuse de ce décès. Et elle aurait voulu que je fasse la même chose en femme, un peu, en scoop, un truc un peu sulfureux. Donc voilà, donc je me suis mis à écrire des romans, puis après Voyage en enfance, et puis après... Alors Françoise Verny, Françoise Verny... Après, j'en ai un sous le bras. De quoi? Le prochain. Un manuscrit. Un manuscrit. Oui, mais j'arrive pas à le faire publier celui-ci, toi. Et après, je suis partie. J'ai donné ma démission à Françoise Verny. C'est-à-dire que je lui ai écrit une lettre en disant que j'en avais marre de Grasset, parce qu'elle était à Grasset. Grasset était sinistre, l'atmosphère était sinistre. C'est BHL, hein. Non, c'était Manuel Carcassonne. À l'époque, c'est pas encore BHL. Il était parti. C'est après. Après, c'est BHL, oui. En 95, 96, c'était plus BHL. Ah bah parce qu'il est revenu, je peux te dire. Alors j'étais repartie, ah oui, moi. il est revenu. Oui, il est bien là. Net. Emmanuel Carcassonne est parti chez Stock, qui était l'édition de mon grand-père. Et les gens, c'était difficile d'expliquer tout ça. Mon grand-père a vendu l'édition en 68, je crois. Tiens donc. Ah oui. Et je crois, il a vendu l'édition à Lagardère et du coup, il n'aurait jamais aimé mes livres. De toute façon, il n'aurait jamais publié. Je crois pas. Alors, donc, tu as vécu le 68 de loin. À Abidjan. Non, je suis rentrée le 13 mai 68, le dernier avion. Sans blague. Ah bon? Avec ma petite fille qui avait 8 mois, Ouais. avec Julien qui avait 4 ans. Et je suis allée à Brunois habiter avec mes parents, parce qu'on n'avait pas de logement et tout. Et c'est mon ex-mari qui a bénéficié d'aller traîner ses basques, comme il faisait toujours, là où il y avait des femmes. Et donc il allait là-bas, il a été à la Sorbonne et tout. Et moi je ne pouvais pas, j'avais 2 enfants et personne ne les gardait. Ma mère n'aurait jamais gardé mes enfants, de toute façon. Non mais c'est vrai, hein. Non, mais Donc tu n'as pas participé J'étais toute seule, je pouvais directement. Non, il me racontait le soir et puis j'ai regardé à la télévision quand même mes parents avaient la télé. Et puis après, je suis rentrée en 13 mai 68. Donc qu'est-ce qu'il y a eu après? Moi je suis allée à Paris, je suis revenue à Paris après. J'ai habité à Neuilly, au bout de l'avenue de Neuilly, un truc sinistre et tout ça. Oh, c'était l'horreur. Mais c'était aussi, après 68, le féminisme. J'ai fait ça, oui. À la mutualité, tout ça, on était avec une copine. Et là, c'est un copain de mon ex-mari qui gardait les enfants, Claude Solière, qui a fondé... on interdisait aux hommes de rentrer voilà. ce jour-là. Hein? À la mutualité, on avait interdit aux hommes de rentrer. Ça, oui, c'est vrai. Il y en avait qui voulaient rentrer, disaient non. Ça avait été une fois où il y avait une domestique espagnole qui était sur l'estrade et elle disait « L'ennemi, c'est pas l'homme, c'est l'église, ce qui est un peu la même chose. Et elle criait comme ça, il y avait l'aiguille rouge, il y avait ça, et je vivais avec quelqu'un qui était très féministe. Donc tu es très imprégnée. Oui, très. J'ai lu des tas de trucs, j'ai vu aussi Kate Millett, j'ai couru derrière Kate Millett pendant une après-midi entière, parce qu'elle m'avait vraiment un peu conquise avec Cita, là, elle m'avait un peu, comment on dit, elle m'avait un peu comme ça. Et je l'ai eu au téléphone, elle était chez Stock justement. Elle avait écrit Cita chez Stock.
Donc je l'ai eu au téléphone et puis elle repartait à New York ou je sais pas quoi. Elle avait une énorme, elle aussi, elle a eu une énorme notoriété à l'époque. Oui, beaucoup. Ah oui, moi j'étais la politique du mal quand même. J'ai lu tout ça quand même. J'ai lu toutes les filles un peu bizarres aussi. Alice, la petite chose et le grand machin. Et puis il y avait une féministe américaine qui était vraiment plus que... Peut-être que tu connais ça. Comment elle s'appelait? Elle se faisait injurier, tabasser par des types dans des... Elle était... C'est pas Valérie Solanas. Il y avait Valérie Solanas déjà. Oui, mais il y avait le mouvement Scum aussi. Ben, c'est Valérie Solanas, Scum. Mais là, c'était une autre. Elle était... On la voit, il y a une photo, un type lui lance un truc au visage. Et j'ai le livre toujours. Watkinson. Oh non, Watkinson. Ah, elle était connue. Moi, je voudrais dire que sur le plan des projets, je voudrais dire que ce 6, pour une personne comme moi aussi, solitaire dans sa création, tellement obsédée par la création, surtout poétique, et bon, la fiction, les livres, tout ça, ça fait un tout. Les essais, c'est la création. Sans elle, je ne vis pas, je veux dire, je suis habitée par ça. Et donc, ça a monopolisé, cristallisé ma vie entière, celle de la personne qui vivait avec moi. Les enfants ont été aussi, ils sont sortis de là et tout, mais ils avaient une créatrice devant eux, ça les a forcément marqués. Mon fils est très branché sur la poésie et tout. Et il y avait quand même quelque chose d'un isolement, parce que n'étant pas médiatisée, n'étant pas connue, c'est vrai par les romans, et Françoise n'a pas fait ce qu'il fallait tellement, Françoise Verny, elle m'a laissé me dépatouiller un peu toute seule. Et c'était quand même beaucoup de solitude, mais volontaire, mais quand même c'est pesant, quand même, à force c'est pesant. Hein, quand même. Et donc là, le 6, au moment où je deviens veuve, au moment où je me suis débattue dans des problèmes d'argent incroyables, avec des dettes et tout, ce 6 ça m'a paru bien, ça venait bien là, et ça équilibre un peu cette espèce de fondation créative, quand même créatrice de fondation poétique, qui est quand même quelque chose de particulier. On ne peut pas dire toute personne qui est artiste, il peut savoir que, comme il dit Hermann Hesse, je crois que c'est Hermann Hesse qui dit ça, ou d'Antonio Krüger, donc c'est Thomas Mann, il dit que tout artiste qui est vraiment dans la création et qui sacrifie beaucoup de choses, qui abandonne la sécurité, qui abandonne ce que j'ai fait, tout ça, eh bien, il dit l'artiste, c'est quelqu'un qui est déjà mort quelque part. Il ne veut pas dire que c'est morbide, mais je crois qu'il veut dire qu'on a renoncé à une part de notre vie sociale, de notre vie mondaine, de notre apparence, parce qu'on n'est pas tout à fait là en entier, quoi. C'est ça. Moi, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a frappée. Et ma professeure de yoga qui m'avait dit une fois, qui aimait beaucoup ma poésie, qui m'a beaucoup aidée, qui adorait le défilé, elle disait c'est le livre du siècle et tout. Parce qu'elle dit, vous dites tout ce qu'il y a, ce qui va se produire d'épouvantable. Elle était comme ça. Et Clara, une russe. Et elle m'avait dit, évidemment, Anne, en tant qu'être humain, vous êtes sacrifiée. Et j'ai pensé que c'était complètement vrai. Et après, je lui ai redit qu'elle avait dit ça, et elle m'a dit, j'ai pas pu dire une chose aussi cruelle et tout. Je lui ai dit, si, mais Clara, c'est vrai. Parce qu'on donne tout quelque part, et on sait qu'on recevra jamais autant qu'on a donné. Et comme a dit quelqu'un d'autre aussi sur la poésie, elle m'a dit, vous aurez une gloire posthume. Et bien finalement, on finit par se dire que on n'a pas réussi j'ai pas réussi à me faire des réseaux de médiatisation. J'ai pas été à la télé puisque j'aurais pas pu parler devant des gens. J'ai pas non plus réussi à gagner de l'argent. J'ai pas réussi à impressionner beaucoup les gens autour de moi. Les gens autour de moi ne font absolument pas attention. Ils n'achètent pas mes livres. Je veux dire, c'est comme une... Moi aussi, personne ne fait attention à moi. Non, arrête, non mais c'est vrai, il y a pas besoin. C'est pas seulement les artistes où on ne fait pas attention. Mais c'est vrai quand vous donnez votre vie entière, que tout ce que j'ai fait a été alimentaire pour élever les enfants. Et que, enfin, j'arrive à 77 ans, qui s'approche de 80 ans, et que j'ai pas de nom, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de voiture, j'ai rien. T'as des amis, ça va. J'ai pas tellement, pas beaucoup. J'ai quand même un très bon ami et tout qui m'a dit 2 fois avec son ami, qui était 2 gays, il dit, de toute façon, je comprends rien à ta écriture, ton poète, ça m'intéresse pas. Il faut se l'entendre, hein, des choses comme ça, c'est dur. Ça, c'est pas vraiment un ami, quand même. Et après, qui m'ont laissé tomber quand je me suis retrouvée en deuil. Hein. En plus. Bon, il faut que tu termines, ma chérie. Ah oui, non, il faut que je termine. Ça, on coupe après, hein, parce que c'est non, enfin, on verra.
contre le deuil là, des amis, je ne veux pas dire ça, Non, parce que non. bon, on n'est pas pareil, on n'est pas pareil. Puis ils n'étaient pas politiques du tout, de toute façon. Je leur ai dit une fois, de toute façon, vous ne voyez jamais la vie sous un jour politique. Ils disent non, jamais, parce qu'ils allaient là où il y avait des attentats et tout, ils n'en ont rien à foutre. Ils prenaient une felouque sur le Nil parce que c'était moins cher et donc ils se baladaient sur le Nil. Je dis mais enfin, il se passe des choses en Égypte. Et toi, tu as connu l'époque où on disait que tout était politique. Oui, Tu te souviens? Oui. Je pense d'ailleurs que ma poésie est politique. Même maintenant, il y a un rejet absolu et Et total. moi, je le dis, tout est politique. Quand on me dit... On ne peut pas vivre, on est un corps politique quand même. Hommes, femmes, on porte déjà des politiques rétrogrades ou avancent. Ça m'a apporté de réfléchir sur moi-même d'une façon différente, de ne plus me reposer uniquement sur ma définition de ce que je me dis, je suis poète. Je suis poète dans l'âme, je suis poète dans le corps, je suis dans ma perception. En fait, c'est aussi une position de repli quand même. Donc ça m'a permis d'ouvrir un peu et de me socialiser un peu différent dans un moment où quand tu te retrouves toute seule, que tu as été complètement adorée et protégée pendant 40 ans, il y a un truc qui descend les escaliers à toute vitesse, quoi. Je veux dire, on se retrouve vraiment dans la panade. Et à ce moment-là, il faut trouver des forces, je pense, pour se tenir. Parce qu'évidemment, quand on perd quelqu'un, on a les aspects suicidaires qui arrivent quand même. On aimerait rejoindre, on se dit... on a un désir de... Enfin, c'est pas très bien comme conclusion, parce que... Oui, c'est quand même comme ça. Tu t'étais retiré du monde plutôt que sacrifié, me semble-t-il, et tu y reviens. Oui. Parce que tu t'aperçois que tu y es toujours. Ben oui et non, parce que quand même, je Elle me vient sens... chez moi à mon anniversaire, je lui présente des gens nouveaux. Ah, mais j'ai toujours fait ça quand même. J'étais pas comme une ermite. Bah voilà, donc. Ah non, non, mais je veux dire le monde. Mais tu te sentais avec seule tout pourtant. Non, parce que j'étais pas seule. Enfin, seule, en dehors de ta personne, relation, oui. je veux dire, immédiate. Bah, je me sentais seule dans mon. Parce que c'est ce qu'on ma comprenait un petit création, peu dans quand ce que même. tu disais là, oui. Si, dans ma création, je me Voilà, sens, c'est ça. j'étais soutenue à la maison très fortement et tout, peut-être trop parce que du coup j'étais consciente et tout, mais à l'extérieur, je veux dire, je me sentais seule parce que j'avais pas d'interlocuteur, personne. Mais surtout, alors, à ce moment-là, plutôt de reconnaissance. Un peu quand même, d'une reconnaissance qui soit pas la médiatisation à outrance. Oui. Je demande pas du tout à Arnaud et La tout. reconnaissance au sens Mais de une Hegel, reconnaissance- la reconnaissance oui, sociale. si on veut, la reconnaissance qui fait surgir votre être en tant qu'une validité de parler. Oui, pas par narcissisme ou autre. Non. Par Jamais la une manière de création. te socialiser. Et puis d'être entendu, hein, parce voilà. que j'ai quand même toujours reconnu créé en pensant au monde, à sa douleur, à ses injustices, aux femmes et tout. Toujours ça a été là, même quand ça a pris des airs plus exotiques ou plus de, tu vois, comme le défilé et tout. Mais il y a toujours ça, de vouloir faire entendre une voix de dégoût et de révolte, quoi, vraiment. Vraiment. Mais c'est vrai que j'ai une écriture musicale et agréable, donc effectivement ça passe pas toujours. Et la poésie, c'est quelque chose qui est déjà un peu... Où ça passe trop bien. Concision. Si ton écriture est agréable et musicale. Elle est assez... Très. Elle est, comment on Ah pourrait oui, dire... il y a des choses... mais il y a tu des rêves, choses... quand elle parle de la nature, tu es dans la nature, tu as la vision. Mais il y a des choses en même temps qui sont dedans vraiment politiques et de réaction, de révolte devant le monde et tout, et qui passent pas parce que c'est joli, ça passe pas. C'est pas joli Si, ça d'ailleurs. passe. Oui. Bon, c'est conclu. Voilà. Et conclu, c'est que quand même, je ne renie rien de cette création parce que c'est une façon de vivre qui a été au moins intègre. Jamais de compromission. Et ça, quand même, ça rend solitaire. Pas de concessions, très peu quand même. De voir des gens qui me sortent un peu par les trous de nez, par exemple, ou aller voir un éditeur pour demander. Mais c'est tout. Je veux dire, ça s'arrêtait là. Et que la création, c'est quand même une expérience. On disait c'est un don et tout. Je pense que c'est un don extrêmement puissant et fort, mais vraiment très délicat à manier quand on n'a pas la foi, par exemple. C'est comme une foi dans quelque chose qui n'existe pas, dans le fond, voilà. Je dirais. Okay. Mais bon, j'ai participé beaucoup à ça. Merci Anne. Merci Anne. Et bravo. Ah ouais.